Vous regardez Al24 News, nous sommes le vendredi 15 juillet, à la une de ce 19h. Énergie, l'Algérie réaffirme son engagement envers son partenaire italien et augmente de 4 milliards de mètres cubes ses exportations de gaz naturel. Jour J pour l'ouverture des frontières terrestres entre l'Algérie et la Tunisie, à la grande joie des professionnels du tourisme. Et enfin, sport, quart de finale de la Coupe d'Afrique de handball 2022 qui se tient en Égypte. Une affiche justement de choix entre l'Égypte et l'Algérie. Bonsoir. Et on entame cette édition directement par la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient, qui se poursuit toujours. Après sa visite effectuée hier chez l'entité sioniste, le locataire de la Maison-Blanche a fait un saut en Cisjordanie, où il a été reçu par le président palestinien Mahmoud Abbas. Au menu des discussions, la coopération et les subventions. Mahmoud Abbas a également indiqué que la Palestine ne s'engagera pas dans aucun processus de négociation sans conditions préalables liées à la reconnaissance d'un État palestinien conformément aux frontières de 1967. Nous n'abandonnons jamais l'œuvre de paix. Il doit y avoir un horizon politique que le peuple palestinien peut réellement voir ou du moins ressentir. Nous ne pouvons pas permettre que le désespoir nous vole l'avenir. En ce qui concerne le meurtre de la journaliste martyre Shirin Abu Akleh, les meurtriers doivent être tenus pour responsables, car la continuation de tout cela conduira à une escalade d'une part et d'autre part à la perte de tout espoir pour un avenir meilleur. Dans le dossier iranien et suite aux dernières déclarations américaines sur le nucléaire, Téhéran réagit et hausse le ton contre les États-Unis et son allié sioniste au lendemain de la signature du fameux pacte d'El-Quds, un pacte qui scelle justement la coopération stratégique des deux pays contre ce qu'ils appellent la menace iranienne. Souhila Akilal. La réponse est cinglante et sans équivoque. Les autorités iraniennes n'ont pas tardé à réagir à la signature du partenariat stratégique israélo-américain contre Téhéran. Le président iranien Ebrahim Raïssi n'a pas mâché ses mots et a ouvertement mis en garde Washington et ses alliés au Moyen-Orient contre toute tentative de déstabilisation. Je déclare aux Américains et à leurs alliés régionaux que la nation iranienne n'acceptera aucune insécurité et crise dans la région. Toute erreur dans cette région sera accueillie par une réponse ferme et regrettable. Cette réponse fait écho aux déclarations du président américain Joe Biden, qui la veille avait annoncé que les États-Unis étaient prêts à user de tous les éléments de leur puissance nationale afin d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. Dans sa lancée, Biden a clairement dévoilé son intention de faire de l'entité sioniste une force militaire régionale dominante en affirmant le soutien de son pays à la supériorité militaire sioniste dans la région et son appui au rôle d'Israël dans une structure régionale forte. Ces déclarations sont des messages adressés par Washington et son allié sioniste à l'Iran dont le programme nucléaire dérange énormément et constitue un point de discorde et une menace pour l'entité sioniste et les pays qui la soutiennent. Les États-Unis voudraient tenter la voie diplomatique en ressuscitant l'accord de 2015 visant à garantir le caractère civil du programme nucléaire iranien. En revanche, l'entité sioniste s'oppose à ce pacte international et soutient le maintien des sanctions contre l'Iran. Dans son discours, le président iranien Ebrahim Raïssi s'est directement adressé à l'entité sioniste en déclarant, je cite, « Le régime sioniste devrait savoir que la normalisation des relations ne la sécurisera en aucune façon. » Un message clair qui traduit la détermination de Téhéran à défendre ses intérêts dans la région. Nous l'évoquions dans nos titres, l'Algérie décide officiellement d'augmenter ses livraisons de gaz à l'Italie. À partir de la semaine prochaine, 4 milliards de mètres cubes supplémentaires seront exportés vers ce pays. Cette décision renforce encore les liens historiques entre le groupe pétrolier algérien Sonatrach et l'italien Eni. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban.
L'Algérie décide d'augmenter le volume de ses livraisons de gaz à l'Italie de 4 milliards de mètres cubes. La coopération algéro-italienne se renforce de plus en plus. L'Algérie affirme son rôle dans le secteur énergétique après avoir décidé d'ouvrir un peu plus les vannes en gaz. Il s'agit d'une importante quantité supplémentaire qui seront livrées par Sonatrach à Eni et à ses autres partenaires italiens à partir de la semaine prochaine. Alger, qui entretient des relations privilégiées avec Rome, a déjà livré à son client depuis le début de l'année 13,9 milliards de mètres cubes, dépassant de 113%. Les volumes prévisionnels prévoient encore de livrer d'ici la fin de l'année 2022 6 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz algérien à l'Italie. L'Algérie est pionnière dans le développement et la valorisation du gaz naturel et est à la tête du progrès réalisé dans l'industrie du gaz naturel liquéfié. Alger affiche aussi ses intentions du pays qui tend à poursuivre le développement de ses ressources importantes de gaz naturel de la meilleure manière dans le cadre de la coopération et du partenariat. Pour rappel, l'approvisionnement de l'Italie en gaz algérien a été au centre des entretiens qu'a eu le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune avec son homologue italien Sergio Mattarella. Les deux parties avaient convenu de booster le partenariat énergétique entre les deux pays. Et pour une première lecture à chaud dans ce dossier stratégique, nous rejoint en direct par Skype M. Abdrahman Hadef, expert international en économie. Monsieur Hadef, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Al24 News. Monsieur Hadef, comment interpréter ce geste fort de la part d'Alger? Écoutez, aujourd'hui, le partenariat entre l'Algérie et l'Italie rentre dans une phase quand même très importante. Et aujourd'hui, cet accord et cette décision interviennent dans un contexte de crise politique et énergétique en Europe. Donc, ça ne peut qu'être vraiment considéré comme une bouée de sauvetage pour l'Italie déjà, et par la suite parce qu'il y a une possibilité d'exporter aussi vers d'autres pays européens. Aujourd'hui, cette décision d'augmenter les capacités d'exportation de 4 milliards et atteindre les 6 milliards à la fin de l'année ne fait que renforcer cette position de l'Algérie en tant que fournisseur fiable de l'Italie en produits énergétiques, mais surtout en tant que partenaire hautement stratégique pour l'Italie, surtout en temps de crise. Et ça, c'est aussi une leçon à d'autres pays qui ont un peu changé leur position vis-à-vis de l'Algérie. Donc, cette décision d'augmenter les capacités, ça dénote aussi de la volonté d'aller vers de nouvelles perspectives entre les deux pays et surtout mettre en œuvre les accords qui ont été conclus récemment et surtout celui du 26 mai passé avec la diversification de livraison aux produits énergétiques et surtout la possibilité de mettre en place un réseau électrique entre Alger et Rome. Oui. Très bien, Monsieur Hadef. Durant les prochains jours, il y aura ici à Alger, il se déroulera justement un forum bilatéral entre l'Italie et l'Algérie les 18 et le 19 juillet. Est-ce que vous pensez que Alger justement a tenté d'envoyer un signal fort en prévision de ce forum d'affaires? Sans aucun doute, aujourd'hui, Alger travaille sur une feuille de route, surtout avec ses partenaires qui ont été retenus pour l'accompagner dans sa diversification économique. Et aujourd'hui, la décision d'augmenter les exportations en gaz de 4 milliards de mètres cubes vers l'Italie, c'est de bon augure par rapport à ce qui va se dérouler lors de cette réunion de haut niveau co-présidée par les deux premiers ministres, M. Ayman Abdelrahman et Mario Draghi. Donc, ce qui est une porte qui va ouvrir de nouvelles perspectives à d'autres secteurs. On a cité le secteur des énergies renouvelables et aussi d'autres secteurs tels que le secteur de l'économie de la connaissance, des startups, la pêche, l'industrie manufacturière. Il y a un nombre illimité de perspectives qui vont être explorées et surtout des accords et contrats qui vont être signés entre les acteurs économiques des deux rives.
Très bien, Monsieur Hadaf. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert international en économie. Vous étiez avec nous en direct depuis Alger. Merci. Et l'Algérie qui reste très active sur la rive sud de la Méditerranée, 10 jours après l'annonce faite conjointement à Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kais Saïed de rouvrir ensemble les frontières terrestres entre les deux pays. Les premiers ressortissants des deux pays, justement, se sont déjà dirigés vers les 9 postes frontaliers, fin prêts à les accueillir. Une première, après plus de 2 ans de fermeture et un geste fort de la part d'Alger, dans le sens de la coopération économique bilatérale. Les détails avec Amin Toutah. Et c'est reparti. La frontière terrestre entre l'Algérie et la Tunisie est rouverte depuis ce vendredi 15 juillet. Une rouverture qui survient en application de la décision conjointe prise par le président algérien Abdelmadjid Tebboune avec son homologue tunisien Kais Saïed. Des frontières terrestres accessibles pour les voitures particulières et les voyageurs, dont l'afflux de citoyens aussi bien algériens que tunisiens est attendu pour la saison estivale en cours. Et ce, à travers les postes frontaliers situés dans tout le pays. Après une fermeture qui a duré pendant plus de 2 ans en raison de la pandémie du Covid-19. Pour les ressortissants de passage d'Algérie en Tunisie, le test de diagnostic Covid ne doit pas dépasser les 48 heures et une présentation du carnet de vaccination dans lequel la deuxième dose ne dépasse pas les 9 mois. En ce qui concerne les arrivées de Tunisie en Algérie, le test d'examen Corona ne doit pas dépasser 72 heures et le carnet de vaccination ne dépasse pas la durée de la deuxième dose de 9 mois. Lundi passé, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et du développement urbain, Kamal Beljoud, a effectué une visite à Al-Tarf au poste frontalier d'Omtboul pour s'enquérir des préparatifs de la rouverture des frontières terrestres entre l'Algérie et la Tunisie. Le poste frontière d'Omtboul est l'un des plus grands centres frontaliers d'Algérie qui a accueilli près de 2 millions de touristes des deux côtés en 2019. Changeons de continent pour parler du Sri Lanka. C'est désormais officiel. Le pays se retrouve sans chef d'État suite à la démission du président. Le président du Parlement national a reçu la lettre de démission du dirigeant sri-lankais. Des élections sont prévues pour le 20 juillet. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Il est le premier chef d'État sri-lankais à démissionner depuis l'instauration du régime présidentiel en 1978. Gotabaya Rajapaksa a envoyé ce jeudi sa lettre de démission au Parlement national qu'il a acceptée en retour. Le pays se retrouve désormais sans président. 2 jours après sa fuite pour les Maldives, l'ex-président a envoyé sa lettre de démission depuis Singapour, qui refuse jusqu'à présent de lui accorder l'asile politique. Le président du Parlement sri-lankais a annoncé ce vendredi avoir reçu et accepté la démission du président démissionnaire, une nouvelle qui a poussé les Sri-Lankais à montrer leur satisfaction dans les rues. Suite à l'annonce de la démission, ces derniers ont quitté les bâtiments publics qu'ils occupaient jusque-là. Des élections sont prévues pour le 20 juillet. Les candidats auront jusqu'au 19 juillet pour déposer leur candidature à la magistrature suprême, alors que le pays traverse sa plus grave crise économique. Une page se tourne en ce vendredi 15 juillet, une victoire selon les manifestants, mais ces derniers promettent de continuer la lutte. Ce n'est que les débuts, disent-ils. Le départ puis la démission du président fait suite à 3 mois de protestations chapeautées par un mouvement nommé Gotago, une coalition d'associations et de syndicats qui réclamait une réforme du régime et qui fustigeait la mauvaise gestion du président. Retour en Afrique pour parler du Mali. L'affaire des soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier par les autorités locales ne cesse de provoquer des remous. Le gouvernement a annoncé hier la suspension de toutes les rotations militaires de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Rappelons que les Nations Unies avaient confirmé auparavant que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien. Au Maroc, et depuis plusieurs jours, de violents incendies se sont déclarés dans les régions nord du pays. Les flammes qui ont déjà provoqué l'évacuation de 500 familles à Larcha et Taza menacent de causer de graves dégâts matériels, notamment au niveau du massif forestier. Les autorités compétentes semblent avoir du mal à maîtriser le feu qui ne cesse de se propager. Plus d'1 millier d'hectares de forêt est déjà parti en fumée.
Même scénario en Europe où plusieurs pays de la rive sud de la Méditerranée sont frappés par de violents incendies. L'Espagne, le Portugal, la France ou encore la Grèce font face à une vague de chaleur ayant provoqué plusieurs départs de feu. Dans le département de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, les incendies ne cessent de gagner du terrain après d'Arcachon notamment. Au total, ce sont près de 7000 hectares de forêt qui ont brûlé et 10 000 personnes ont dû être évacuées. Nous sommes en train de vivre une saison exceptionnelle par sa dureté. On a d'ores et déjà 3 fois plus de forêts qui ont été brûlées qu'en 2020. Et donc nous avons à la fois un printemps qui a été très sec et des feux qui se sont déployés avec force. Et donc je veux vraiment remercier toutes celles et ceux qui sont au front en train de se battre pour protéger les populations, pour protéger le territoire national face à ces incendies. Toujours en France, les célébrations du 14 juillet ont été émaillées par de nombreux incidents signalés en région parisienne et lyonnaise. Selon des sources officielles ont confirmé que des heurts se sont produits dans plusieurs banlieues. En marge de ces incidents, des dizaines de gilets jaunes se sont rassemblés dans la soirée d'hier sur la place de la Bastille à Paris pour protester contre les hausses des prix et les conditions de vie de plus en plus difficiles. Évoquons à présent les derniers développements dans le conflit ukrainien et cette question qui reste toujours en suspens, quel sera le sort des cargaisons de céréales ukrainiennes bloquées ? Le ministre russe de la Défense a justement indiqué qu'un document final sera prêt sous peu pour permettre l'exportation de céréales d'Ukraine après des négociations ayant impliqué cette semaine Moscou, Kiev, Ankara et l'ONU. En économie, avant clôture des marchés pétroliers en ce vendredi 15 juillet, les cours de l'or noir ont oscillé entre gains et pertes, à la fois lestés par les craintes de la récession et du ralentissement de la demande. L'offre qui semble toujours insuffisante pour défendre le marché. Dans l'après-midi, le baril de Brent, justement de la mer du Nord, pour livraison en septembre, prenait 2,5% à plus de 101 $. Même constat pour le baril américain West Texas Intermediate pour livraison en août, qui pour sa part a progressé de 2,5% à 98 $. Évoquant à présent l'état de santé de l'économie chinoise, objet d'un ralentissement. Pékin voit sa croissance baisser au deuxième trimestre en 2022. Le pays est confronté à une situation extrêmement instable du fait du contexte géopolitique international et de la pandémie Covid-19, selon le Bureau des statistiques chinois. Parlons sport à présent. La Coupe d'Afrique de handball qui se déroule en Égypte a offert une affiche alléchante pour le début des quarts de finale. Le pays hôte, l'Égypte justement, affronte l'Algérie en ce moment même. Le score est de 12-5 pour les locaux. Plus tôt dans la journée, le Maroc a battu la Guinée. Les Tunisiens ont finalement réussi à renverser le RD Congo après les prolongations 40-34. Mais la surprise du chef arrive par l'élimination de l'Angola face au Cap-Vert sur le score de 24-23. Et c'est désormais officiel, Riyad Mahrez, la star des Verts, reste citizen jusqu'en juin 2025. Le capitaine de l'Algérie a signé une nouvelle prolongation de contrat de 2 ans avec Manchester City, son club actuel. Le joueur de 31 ans est devenu l'une des figures incontournables de l'équipe de Pep Guardiola. Riyad Mahrez a aidé City à remporter 3 titres de Premier League, 3 coupes de la Ligue et une FA Cup, tout en atteignant une première finale de la Ligue des Champions. 189 apparitions pour le club, marquant au passage 63 buts et délivrant 45 passes décisives. Je vous propose d'écouter Riyad Mahrez dans cette déclaration.
Je me sens bien. Je suis très heureux de prolonger mon contrat ici et de rester, de voir mon avenir ici. Je pense que c'est le seul club avec lequel j'envisageais mon futur. Et je suis très heureux ici. I was seeing my future with, and I'm very happy. Yeah. I have more experience and more games. I know how to. J'ai de plus en plus d'expérience et de matchs. Je sais comment gérer mes matchs et évidemment, l'année dernière, j'ai marqué beaucoup de buts. Et j'aide l'équipe comme tout le monde. Je pense que je suis dans une très bonne période. Yeah, I think I'm in a very good moment. Et que serait le monde sans la culture? En clôture de cette édition, direction la Turquie pour parler de l'appel à la prière qui est récité 5 fois par jour dans toutes les mosquées du monde, qu'elles soient ancestrales ou contemporaines. La beauté du Adhan renferme en soi un aspect purement artistique. Dans la majestueuse vieille mosquée d'Edirne, achevée en 1414, l'époque où la ville du nord-ouest de la Turquie était capitale ottomane. En ce début d'été, 5 muezzins sont en lice pour la place du meilleur appel à la prière. Des candidats passent l'un après l'autre et les jurys prennent leurs notes. L'aspect le plus difficile, c'est qu'aucune erreur n'est permise. Il est impossible de se rattraper puisque l'appel à la prière est diffusé en direct vers l'extérieur et toute la ville l'entend. Cela en fait quelque chose de très sensible. 1 heure plus tard, le verdict est prononcé. Le vainqueur est le jeune Abdullah Omar Erdogan. Nous faisons attention au froid. Nous buvons généralement de l'eau tiède et en grande quantité. Nous accordons également une grande importance à notre rythme de sommeil et même à notre façon de nous allonger en raison des mouvements de la gorge et du larynx. S'il remporte la manche suivante fin juillet, le jeune muezzin prendra part à la finale nationale prévue le 17 août. 2 muezzins turcs ont raflé les premières et deuxièmes places d'un concours télévisé similaire organisé en Arabie Saoudite, auquel s'étaient présentés des muezzins de 80 pays. Il faut que cela vous touche au plus profond de vous-même. Il faut ressentir cette invocation de Dieu. Plus la voix est belle, plus une personne sera émue et se sentira proche de Dieu. Il faut dire que l'appel à la prière est un art à part entière. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo d'Amel Amezian Zitouni. Excellente soirée sur notre antenne.